Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une grande chance pour moi de pouvoir vous parler du projet de recherche sur lequel nous allons travailler pendant 5 ans à peu près. Alors, on m'a demandé de dire 2 mots de qui je suis. Donc, je m'appelle Laurent Maury. Je suis tombé dans la technologie depuis tout petit, la technologie et les mathématiques. J'ai par exemple, quand j'étais plus petit, créé 01net.com, qui est un site web que peut-être certains parmi vous connaissent, puis télécharger.com, parce que 01net, ça marchait pas du tout. Donc il a fallu trouver une solution. Puis des choses comme Cadre Online, comme libé.fr, etc. Puis un certain nombre d'applications mobiles. Et à chaque fois, ce qui m'a intéressé, c'est d'arriver à essayer d'employer de manière assez libérée les socles technologiques les plus évolués, les plus sophistiqués, pour adresser des besoins d'un marché. Alors, je suis nantais d'origine, mais j'étais parti à Paris pour faire toutes ces choses durant ma carrière. Et je suis revenu à Nantes avec grand plaisir pour monter le projet Smart Macadam. Alors, le projet Smart Macadam, je dois appuyer là-dessus, c'est ça? Oui. Le projet Smart Macadam vise à utiliser, donc ce que je sais le mieux faire, les technologies les plus pointues pour aider les personnes les plus fragiles. Et on est dans une charnière. On m'a demandé il y a quelques années si on avait déjà vécu une révolution épistémologique du digital. Je ne pense pas que ce soit encore le cas. Et je pense qu'elle arrive, cette révolution épistémologique, notamment avec la capacité que nous allons avoir et que nous commençons à avoir de mélanger des algorithmes extrêmement sophistiqués d'intelligence artificielle, des objets connectés et des dispositifs qui sont issus de l'analyse des systèmes complexes. Alors, sur Smart Macadam, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les maladies neurocognitives dégénératives. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, les maladies neurocognitives dégénératives, mais en gros, vous avez là-dedans 3 maladies principales: la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la chorée de Huntington. Pour ceux qui ont vu Dr House, 13 étaient atteintes de la chorée de Huntington. Alors ces maladies sont des maladies létales, donc elles tuent, avec des durées, enfin des espérances de vie qui sont variables. Et vous voyez que sur ce schéma, la maladie d'Alzheimer représente à elle seule à peu près entre 80 et 85% de ces pathologies. Quel que soit le niveau d'études, alors je vais vous donner une mauvaise nouvelle déjà, quel que soit le niveau d'études que vous avez, quelle que soit l'intelligence que vous avez, nous sommes tous égaux dans la probabilité que nous avons de développer un Alzheimer, un Parkinson ou une chorée de Huntington. En gros, vous avez à 50 ans à peu près 2 chances sur 100. Donc je suis dedans, ça y est. Merci. À 75 ans, vous avez à peu près 15 chances sur 100. À 80 ans, 18 chances sur 100. Alors avec l'évolution de la durée de vie, l'allongement de la durée de vie, également l'amélioration des conditions de vie dans une durée de vie plus longue, il est évident qu'on est de plus en plus concerné. Vous voyez, 18%, on n'est pas loin d'avoir un Français. Ça, c'est en France, mais c'est une maladie qui n'a pas de frontières, qui a peu de marqueurs génétiques à notre connaissance. Donc, en gros, que l'on soit au Japon, au fin fond de l'Afrique ou en Europe, on est logé à la même enseigne. Donc, un Français sur 5 concerné dans sa vie s'il est octogénaire. Alors, qu'est-ce que ces maladies ont des caractéristiques? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces caractéristiques? La première et celle qui nous intéresse le plus, c'est le fait qu'on a systématiquement chez les sujets atteints des pertes cognitives et des pertes mnésiques. Donc cognitive, c'est notre capacité à raisonner, notre capacité à penser, à réfléchir, à nous projeter. Donc on a là-dedans un certain nombre de dispositifs plus ou moins évolués d'une personne à l'autre. Et puis nos facultés mnésiques sont les différents types de mémoire que nous mettons en œuvre pour vivre au quotidien. Par exemple, si je croise quelqu'un parmi vous qui me donne un numéro de téléphone, normalement, ma mémoire épisodique va me permettre, ou ma mémoire procédurale, va me permettre de retenir cette information le temps de noter ce numéro de téléphone. Ça fait appel à un certain nombre de mécanismes cérébraux, à un certain nombre de réseaux de neurones qu'on commence à comprendre un peu mieux dans le fonctionnement de nos cerveaux, et qui nous permettent de retenir ce numéro en vue de le noter. Une personne qui va commencer à avoir des troubles cognitifs et des troubles mnésiques va perdre cette option. Et bien sûr, à la rigueur, ça, c'est pas très grave, mais les conséquences de la perte cognitive et de la perte mnésique risquent de devenir dramatiques chez un certain nombre de sujets avec l'évolution des pathologies. Notamment en termes d'isolement social et en termes d'estime de soi. On voit qu'on a des personnes, en France notamment,
qu'ils soient en institut spécialisé style EHPAD ou qu'ils restent à domicile, qui vivent un véritable calvaire et qui en plus font vivre un calvaire à leurs proches aidants. Très souvent, les conjoints partent avant la personne malade, avant la personne accompagnée. Alors qu'est-ce que nous voulons faire? Bien, nous voulons utiliser tout ce qu'on sait des technologies nouvelles. Je vais laisser passer le Concorde. Tout ce qu'on sait des technologies nouvelles de manière à essayer d'aider concrètement les personnes malades et leurs aidants. Alors, aider les personnes malades, je vais les appeler des patients pour simplifier. C'est une simplification de discours, mais qui finalement ne prête pas à conséquence. Essayer d'accroître l'autonomie, la sécurité et l'estime de soi des personnes malades. Et bien sûr, essayer d'aider, de venir en aide aux aidants, qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent vivre un calvaire. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que moi, je n'ai pas de marketing à faire, là, je vous parle de technologie, mais ces technologies, si on les utilise intelligemment, dans le cadre d'un projet de recherche suffisamment puissant et suffisamment ambitieux, on doit être capable, notamment aujourd'hui, mais également demain, avec les évolutions auxquelles on est promis, on doit être capable d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes malades et la qualité de vie des aidants. Alors, ce sont des maladies kaléidoscopes, c'est-à-dire que ce qui est fantastique, c'est que ce sont vraiment des systèmes complexes au sens mathématique ou physique du terme. Système complexe, ça veut dire qu'il n'y a pas deux malades, même si on les cartographie, il y a une classification, une sorte de taxinomie en stades, donc du stade 1 au stade 7 en Alzheimer par exemple. On y croit de moins en moins à ça. On pense que ce qu'il faut faire, c'est utiliser les technos qu'on peut utiliser pour comprendre au mieux les conséquences, les contraintes et les caractéristiques d'une maladie chez, à gauche, Denise et chez, à droite, Yvette, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon dans leur maladie d'Alzheimer. Donc déjà, un énorme projet d'étude, de cartographie et de compréhension de ces contraintes, de manière à être capable d'identifier, pour chaque personne malade, ce qu'elle vit au quotidien. Être capable pour nous de comprendre ces contraintes, de comprendre ces enjeux, de comprendre ce qui peut la motiver, ce qui peut la raccrocher à l'envie de vivre et au fait de ne pas baisser les bras, parce que ça c'est dramatique évidemment, mais également aider les aidants à ne pas baisser les bras et accompagner intelligemment Denise, Yvette, Claude, etc. On a je ne sais pas combien de personas. Ça fait partie du travail de base. Alors, nous avons défini, pour arriver à nos fins, nous avons défini 7 règles. Et je voudrais, l'objectif de ma conférence, c'est celui-là, j'aimerais les passer en revue pour vous donner une idée de la façon dont nous voulons gérer ce projet de recherche. La première règle, c'est que nous allons devoir tout casser dans les logiques d'interface qui sont aujourd'hui nos convictions ou nos intuitions vis-à-vis de l'expérience utilisateur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si Denise va être à peu près capable d'utiliser un smartphone, malgré son âge, en dépit de l'évolution de la maladie, Denise est au stade 2, 1 ou 2 de la maladie. Dès qu'on va arriver à Yvette, qui est au stade 3 ou 4 de la maladie, le smartphone, c'est fini. Même la tablette, qui est une déclinaison plus appréciée par les personnes âgées, en gériatrie, on connaît bien l'usage de la tablette. Il y a eu de très beaux projets, notamment le projet SATED, qui a été monté à Nantes, qui cartographie un certain nombre de conditions d'utilisation des dispositifs d'interface numérique, notamment la tablette pour les personnes âgées, en gériatrie. Mais là, on sait que c'est fini pour Yvette. Alors, là, il y a eu une annonce qui a eu lieu. J'ai WatchOS 6 sur ma montre, là. D'ailleurs, je vous invite à ne pas l'installer, c'est trop buggé. Donc, elle a failli verrouiller définitivement ma montre. Je m'adresse aux développeurs parmi vous. L'intérêt de WatchOS 6, c'est qu'on va pouvoir déployer des applications autonomes sur ces montres. Ce qui est donc, pour nous, quelque chose de fantastique, parce qu'on ne va pas imposer à Yvette d'avoir un smartphone. On va lui permettre d'avoir juste une montre connectée. Pourquoi ? Parce qu'on a compris très vite que pour réancrer les usages dans la vie d'Yvette, il faut qu'on comprenne ce qu'elle est habituée à faire. Or, une montre, elle en possède une depuis qu'elle a 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Donc, elle a l'habitude de la porter. Un smartphone, elle va l'oublier, elle ne va pas le charger, et éventuellement, elle va même le poser quelque part hein, et se moquer complètement de l'endroit où elle l'a posé. Mais il faut aller encore au-delà, il faut aller travailler sur des interfaces purement vocales. Donc là, on a en jeu des projets de recherche dans le domaine du traitement et de la reconnaissance du langage naturel. Il faut qu'on aille complètement casser ces logiques d'interface. Donc si parmi vous, il y a des gens qui cherchent un job dans le design, où il ne s'agit pas de créer la énième plateforme d'intermédiation, comprenez-moi bien, j'ai rien
contre les plateformes d'intermédiation, j'ai rien contre les places de marché. Mais là, on a des enjeux d'interface qui constituent aujourd'hui des verrous scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire ce que j'essaie de faire ici. On va devoir... C'est comme quand j'ai créé 01net.com, je voulais faire de la vidéo, je voulais faire des événements. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. On est en 97. À l'époque, la DSL n'existe pas. On est sur des modems 28K. Enfin, il faut se souvenir quand même. Là, c'est pareil. On a des enjeux de recherche qui sont énormes. Et c'est ça qui m'excite, parce qu'à partir du moment où il y a ça, il y a des verrous scientifiques et on va essayer de les lever. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est nous travaillons dans un écosystème complexe. Un écosystème complexe, c'est d'une part la personne malade, mais aussi autour, tout ce qui gravite autour de cette personne malade. Donc les aidants, les personnels de santé, les personnels de soins de support de santé, les masseurs, les kinésies, etc. Et ça, c'est un système et on doit le considérer de manière holistique, dans son intégralité. Ça donne une complexité informatique, une complexité d'architecture, une complexité de respect de la RGPD, qui sont absolument dramatiques. Et on va devoir pousser les limites, on va devoir, pour arriver à nos fins, repousser les limites à la fois en termes de droit et en termes de technologie. Donc considérer cet écosystème, c'est imaginer qu'on s'adresse à des populations totalement différentes, qui ont des besoins différents, qui ont des contraintes différentes, des usages différents du numérique, et bien sûr centrer tout ça autour des activités du patient. Alors, je ne vais pas vous passer l'intégralité du périmètre fonctionnel. On a fabriqué une version 1. Si j'étais marketeur, je vous dirais, ça y est, on sauve tout le monde de l'Alzheimer. Regardez, installez notre application, c'est merveilleux. Je ne suis pas marketeur, on fait de la recherche. Et dans cette activité de recherche, on vous dit, on a fait une version 1. C'est un prototype de recherche où on a cartographié un certain nombre de fonctions. Bien sûr, des agendas partagés autour des activités, des mémos, des guides, des albums de souvenirs pour arriver à intelligemment reconnaître des visages quand quelqu'un se déplace. Par exemple, si Marie-Odile est atteinte de la maladie d'Alzheimer, quelqu'un se déplace chez Marie-Odile, je vous présente Marie-Odile, voilà. Il faut qu'on puisse reconnaître cette personne et accompagner la personne malade pour lui dire « Eh bien voilà, tu as une visite et c'est cette personne, et voilà la nature des derniers échanges que tu as eus avec elle ces derniers temps. » Etc., etc. Donc on a un champ fonctionnel qui est, par rapport à nos ambitions de recherche, qui est déjà très riche dès la version 1 ou version 0. Mon équipe de recherche dit version 0, dès la version 0 du prototype de recherche, avec des interfaces, là j'illustre ce qu'on fait sur smartphone, qui sont déjà très travaillées. Il y a un sujet d'étude qui nous intéresse beaucoup, et on va travailler en partenariat avec le CREN, donc le Centre de recherche en éducation de Nantes, sur tous les dispositifs neurocognitifs d'apprentissage, parce qu'on a eu la chance d'avoir un accueil très favorable du professeur Patrice Bourdon sur ce sujet, parce que stimuler la mémoire d'une personne malade, c'est aussi protéger cette mémoire. Alors, on n'en est pas sûr, il n'y a aucun neurologue qui est capable de nous le confirmer. Néanmoins, si on la stimule intelligemment, cette mémoire, dans ce qu'on appelle un mode sans échec, et en travaillant sur les marqueurs émotionnels du sujet, je vais vous expliquer rapidement comment on les collecte juste après, on devrait participer, contribuer à la préservation des facultés mnésiques et cognitives des sujets les plus atteints. La troisième règle, c'est qu'on doit en permanence adapter nos interfaces. Alors ça, c'est pareil. Aujourd'hui, la plupart des applications mobiles ont sacrifié l'expérience utilisateur au diktat d'un designer. Je suis désolé pour les designers, je vous adore, mais la plupart du temps, on a une interface qui est belle et on se contente de cette beauté apparente. Et évidemment, il y a une prise en charge, une prise en compte des usages et des fonctions d'usage. Mais très souvent, on les oublie au profit d'une qualité d'apparence de l'application. Nous, on va travailler exactement à l'envers de ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner les fonctions qui sont là, entre les aidants et les personnes aidées. Donc en permanence, il va falloir qu'on reconstruise les interfaces. Sauf qu'on passe d'un modèle continu, qui est le modèle de la mesure, je vais mesurer des caractéristiques d'évolution de la maladie, à un modèle discontinu, qui est le modèle d'évolution des interfaces. Si je supprime un bouton sur une interface, c'est une discontinuité. Et ça, c'est inquiétant pour une personne déjà valide, c'est très inquiétant pour une personne neurocognitive dégénérative. Donc on a un grand champ de recherche sur l'évolution des interfaces qui constitue notre stade 3. Je vous donne un exemple dans les jeux de stimulation. Si vous voulez adapter un jeu à la personne qui est en face de vous, et d'ailleurs, dans l'industrie du jeu vidéo, ceci est parfaitement identifié. Vous identifiez le gameplay, et vous pouvez faire évoluer le gameplay. Les règles du gameplay peuvent évoluer en fonction de la personne qui est en face. Vous identifiez les contenus. Les contenus, c'est par exemple, si vous avez un jeu de mémoire, vous pouvez jouer avec des drapeaux.
c'est complètement atone du point de vue cognitif, où vous pouvez jouer avec des photos souvenirs de la personne malade. Ça n'est plus du tout atone, ça correspond à un ancrage dans les marqueurs émotionnels du sujet malade. On va également travailler sur l'immersion. Comment est-ce qu'on va immerger le sujet à l'intérieur du jeu, avec de la musique, de l'ambiance, des animations, etc. Et on travaille évidemment sur l'accompagnement. Comment est-ce que s'il est perdu, on va l'accompagner, ne jamais le mettre en échec, parce que la situation d'apprentissage pour une personne malade en situation de neurodégénérescence ne supporte pas l'échec et va simplement laisser l'appareil de côté et oublier l'application. Donc voilà un exemple de ce sur quoi on travaille dans ce qu'on appelle l'adaptation des interfaces dans le domaine des jeux. Mais on a ces contraintes dans tout le champ fonctionnel de l'application Mementop. Évidemment, on ne veut pas travailler au hasard, on a une approche scientifique, une démarche scientifique de mesure, ce qui veut dire qu'on va travailler sur la mesure d'un certain nombre de vecteurs. Alors là, on commence à entrer dans l'IA, parce que ces vecteurs, je ne les connais pas. C'est-à-dire, je suis capable de les formaliser d'un point de vue intuitif. Je suis capable de vous dire que j'aimerais mesurer l'indépendance de la personne malade, j'aimerais mesurer son estime d'elle-même, alors je ne sais pas comment on dit, son estime de soi ou son estime d'elle-même, je n'ai pas trouvé, et j'aimerais mesurer sa perception de sécurité. Cette perception de sécurité, elle est extrêmement importante aussi pour les proches aidants. Et d'ailleurs, les trois marqueurs sont extrêmement importants. Je ne suis pas capable de construire dans une logique purement heuristique, de construire ces marqueurs à partir d'un modèle de données. Je vais demander à l'IA de m'aider pour faire ça, les identifier, cartographier et voir avec de la série temporelle comment vont évoluer ces marqueurs et comment est-ce qu'on va arriver effectivement à comprendre que, par exemple, l'heure du lever et l'évolution de l'heure du lever est un excellent indicateur de l'estime de soi. Ce qui paraît ici ne pas violer l'intuition, mais on sait qu'on va développer des marqueurs qui vont être en contradiction avec une démarche heuristique ou intuitive. Alors, à partir du moment où je mesure et où je commence à avoir donc la capacité d'avoir ce qu'on appelle une boucle de feedback, c'est-à-dire une boucle de rétroaction dans mon système complexe, je suis capable de réinjecter du stimulus, donc des stimuli, dans ce même système. Et ça, c'est super intéressant, c'est pour nous l'avenir de ces technologies basées sur des algorithmes d'IA, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais solliciter de manière endogène ou exogène, donc exogène à l'aide des aidants, endogène directement à l'aide de l'intelligence artificielle qu'on met dans l'application. Je vais être capable de solliciter les aidants et les aidés, que les aidants soient professionnels de santé ou la mère ou le conjoint, le compagnon d'une personne malade. La mère, c'est peu probable vu l'âge des sujets concernés, donc les enfants plutôt. Je vais être capable de solliciter cet écosystème pour arriver à tenter d'améliorer l'estime de soi, d'améliorer l'autonomie et d'améliorer la perception de sécurité des sujets malades. Et ce sont là des enjeux qui sont extrêmement intéressants dans les techniques d'IA les plus avancées. Je ne vous parle pas des réseaux de convolution ou ce genre de choses, je vous parle vraiment des réseaux à boucle de feedback où on va devoir réinjecter en apprentissage dynamique, réinjecter de l'information sans cesse de manière à améliorer la façon que nous avons même de procéder à la mesure de l'estime de soi, de l'autonomie et de la sécurité. Donc ça, c'est notre règle 5. Alors voilà le petit diagramme que nous utilisons, qui, alors, bon, je ne vais pas vous le décrire parce qu'il faudrait 1h30, mais en gros, on a un dispositif, voilà notre modèle d'IA, ça c'est notre moteur, et ce moteur, il se comprend très bien quand on le lit, j'ai juste pas le temps de le présenter, je vous l'ai mis si vous voulez le prendre en photo, mais l'idée est vraiment de ne rien intuiter, c'est-à-dire de laisser l'intelligence artificielle, les écosystèmes, de s'appuyer sur la richesse de ces écosystèmes et des dispositifs de stimulation pour arriver à travailler sur ces vecteurs qui sont quelque part à droite là et qui constituent nos objectifs qualifiant le fonctionnement du protocole de recherche. La 6e règle, évidemment, là on est dans un bazar qui est très intéressant du point de vue du respect de la vie privée, mais vous imaginez bien que tout ce qu'on va collecter comme données, ce sur quoi on va travailler en termes d'IA, on est en violation, a priori, d'un certain nombre de règles de la réglementation générale sur la protection des données. Donc il va falloir qu'on prenne en compte ces règles, évidemment qu'on héberge des données de santé, qu'on les protège avec un hébergeur agréé de données de santé, puisqu'on vise à créer un dispositif médical, mais il va falloir que tout ça soit parfaitement intégré dans une logique de protection de la vie privée. Et enfin, dernière règle, nous allons en permanence écouter cet écosystème, l'intégrer dans un schéma de test, et on va essayer de faire ça dans un protocole de recherche clinique. Donc on a rencontré l'autorité régionale de santé, le CHU, on commence à parler de plan hospitalier de recherche clinique, parce que si on arrive à démontrer que cette technologie
Alors peut-être pas dans sa version 1, encore une fois, je ne fais pas du marketing, mais peut-être dans sa version 2, 3, peut-être dans 2 ans, cette technologie contribue réellement à améliorer la vie des patients. Alors, même si c'est de quelques pouillèmes dans les dispositifs de métrologie qu'on met en place, même si c'est quelques dixièmes, c'est très bien. On aura utilisé la technologie vraiment dans un axe de tech for good, je crois, comme on dit aujourd'hui. Alors, comme je le disais, c'est un projet de recherche. Donc, nous sommes à la recherche de compétences, de talents. Si vous êtes intéressé par un projet de recherche ambitieux, vraiment très ambitieux, qui cartographie des domaines de compétences en IA, en data science, en architecture informatique, parce que qui dit reconfiguration dynamique d'applications, évolution dynamique des interfaces, Swift UI va nous être extrêmement utile, mais ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on invente d'autres modèles. Il va falloir qu'on relève des défis. Et on a énormément de verrous scientifiques dans chacun de ces défis. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on commence à avoir une bonne idée de par où prendre l'animal. C'est pour ça qu'on a, j'ai le plaisir de vous annoncer que la première version, avec tout le périmètre fonctionnel que vous avez vu là, sera disponible en septembre sur les stores. On ne sait pas encore quel va être le modèle de distribution. Est-ce que ça va être donné sur le store? Est-ce que ça va être accompagné par un plan hospitalier de recherche clinique, etc. On n'en sait rien. À vrai dire, ce qu'on découvre, c'est qu'en France, on ne sait pas bien mettre en place un plan de recherche clinique sur du numérique. Et là, moi, j'ai une conviction, exactement la même quand j'étais cadre dirigeant chez Vivendi et qu'on travaillait sur la disparition des galettes, des CD, malgré la résistance énorme de l'industrie de la musique. On savait qu'on allait aller, c'est pour ça que j'ai créé My Major Company après, qu'on allait travailler sur la disparition de ces supports et la disparition également des schémas de création du contenu des supports ou l'évolution de ces schémas. Là, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que la différence médicament-digital, cette frontière qui est aujourd'hui assez bien définie, va éclater. Elle va exploser avec des technologies de nanomédecins à hélice d'ADN, ou ce genre de choses. Elle va exploser. Et on sait, c'est programmé. Donc il va falloir qu'on apprenne à mesurer l'efficacité d'un dispositif comme celui-là et qu'on arrive à en comprendre les fondements. Voilà, donc c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur le projet que nous menons. Il est nanto-nantais. Donc nous avons créé un comité scientifique, nous sommes suivis par Atlampol, etc. Enfin, tout l'écosystème qui va bien. Et nous recrutons, donc s'il y en a parmi vous qui cherchent des projets qui ont du sens dans le domaine de la santé, alors sachez que, et ce sera ma conclusion, avant de, je ne sais pas si j'ai du temps pour les questions, mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes, dans les protocoles que nous mettons en place, nous sommes capables d'utiliser ces protocoles en les factorisant sur bien d'autres sujets que la neurodégénérescence. La neurodégénérescence est extrêmement intéressante parce que c'est un système complexe, mais il y a d'autres systèmes, notamment dans les autres pathologies, notamment en cancérologie, qui nous intéressent énormément pour améliorer la vie, par exemple, des patients qui suivent des protocoles de chimiothérapie ou ce genre de choses. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Si j'ai encore un peu de temps, je ne sais pas, j'ai du temps. Merci. Il y a 7 minutes. Alors, je ne vous vois pas, parce que je ne vous ai pas dit, mais je suis pratiquement aveugle. C'est une réalité. Donc, si vous avez des questions, il faut que vous exprimiez... Je vous ai endormi. Oui, alors c'est une très bonne question. Sciences comportementales, bah oui, bien sûr, hein, parce que d'abord, nous ne sommes pas des experts des pathologies dont nous traitons ici. On a un comité scientifique avec 4 neurologues, des gériatres. On a adhéré au Gérontopole et on fait partie des entreprises qui travaillent avec le Gérontopole à Nantes. Cette adhésion est assez récente d'ailleurs, parce qu'elle date d'hier. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de sujets où nous ignorons comment prendre l'animal que nous essayons de maîtriser. Alors, c'est vrai dans le domaine des sciences comportementales, c'est vrai dans le domaine des sciences de l'éducation, c'est vrai dans le domaine de l'interprétation des vecteurs sur lesquels nous travaillons. Et la difficulté de ce projet, c'est que c'est vraiment quelque chose qui ratisse très très large. Et on est obligé, parce qu'on travaille en fonds propres, on a coûté 0 € à l'État pour le moment. Oui, je tiens à préciser aussi quand même. Donc on finance nos propres travaux, nous n'avons pas d'investisseurs pour le moment. Et on cherche à focaliser notre attention sur ce qui va être le plus rentable, pas du point de vue du modèle économique, mais du point de vue de nos utilisateurs.
Et le plus rentable, c'est effectivement d'essayer de comprendre, mais vraiment intuitivement, profondément, la nature de l'écosystème dans lequel on travaille, dans lequel on a mis les pieds. Et tout est contre-intuitif. Tiens, je vais vous donner un exemple de ce qui est contre-intuitif. On a, dans une des fonctions, c'est un album de souvenirs. Donc on met à la disposition des aidants et du patient un album numérique de souvenirs, que ce soit sur iPad, sur montre ou sur téléphone, peu importe. Donc en gros, je vais cartographier que, par exemple, quelqu'un qui est au premier rang fait partie de ma famille ou de mes amis. Super. Je vais avoir, parce qu'on fait bien notre travail d'interface et qu'on a travaillé notamment, la conception vraiment UX a été menée par Madame Amélie Boucher, qui est bien connue du Web Today. Elle a fait pas mal de confs sur ces sujets. Elle a créé l'UX sur le gâteau. Elle a écrit beaucoup de bouquins chez Erol sur l'expérience utilisateur. Et on n'est pas satisfait, ni elle ni nous, de ce à quoi on arrive aujourd'hui. Parce qu'il nous manque des briques et on va devoir confronter notre création, ce qu'on a déjà fait grâce à notre comité scientifique, mais on va devoir confronter notre création, nos inventions, à notre marché, ce qui est prévu dans les semaines à venir. Mais typiquement, je prends donc la fiche d'une personne qui fait partie de mon réseau, et la première chose à laquelle on a pensé, c'est de permettre au patient de contacter cette personne. De la contacter de manière extrêmement simple, parce qu'elle est dans l'album de souvenirs et qu'elle veut voir quels ont été les derniers échanges qui ont eu lieu avec elle et pouvoir la contacter de manière très simple. Et ça, on nous a tout de suite arrêté. Pourquoi? Les neurologues nous ont dit « mais arrêtez ça, vous vous rendez pas compte, ce dont se plaignent les aidants, c'est d'être harcelés par les personnes malades. Si vous leur donnez une fonction qui permet directement d'appeler, c'est fini. Ils vont vous dire on désinstalle l'application, c'est encore pire qu'avant, ils nous appellent tout le temps. Et il ne se souvient même pas qu'il a appelé. » Donc notre réponse n'a pas été de désinstaller, de comprendre le modèle comportemental en question, d'en étudier les ressorts avec des professionnels, des experts, et de dire, OK, on va mettre de l'IA derrière, et on va dire, OK, tu viens de l'appeler, tu viens d'avoir un échange de 3 minutes avec elle, est-ce que tu as quelque chose de nouveau à lui dire? Et là, on va regarder de manière holistique tout ce dont on dispose dans l'application, parce qu'on a l'agenda de ses activités, on a etc. Si l'application est correctement utilisée, on va avoir tellement d'informations sur la personne malade, sur le patient, qu'on va être capable d'avoir en permanence des boîtes de dialogue contextualisées et qui vont s'adapter dynamiquement au comportement de la personne malade. C'est de la double adaptation. Adaptation des contenus, adaptation des contenants. À la fois dans l'interface et dans le contenu véhiculé par l'interface. Et tout ça nous permet de cartographier de plus en plus, enfin d'essayer d'adapter de plus en plus, de manière efficace, le fonctionnement de l'interface aux contraintes vécues par les personnes malades et par leurs aidants. Oui. Alors, oui, c'est une très bonne question. Si je reviens, alors je ne vais pas le voir, mais c'est pas grave. Si je reviens sur ce qui se passe au niveau des aidants, d'abord sur acceptation de l'utilisateur, donc acceptation du patient, en fonction de l'évolution du stade de sa maladie, les aidants vont pouvoir se substituer à lui dans l'application. Alors, quelle que soit la version de l'application utilisée par les aidants et les aidés, hein, d'ailleurs, peu importe. C'est-à-dire, imaginons que, pour simplifier, tous les deux soient sur smartphone, eh bien, je vais être capable, en tant qu'aidant, de prendre le contrôle de l'application telle que va la voir Denise, par exemple de créer un nouvel événement, par exemple de dialoguer avec d'autres aidants. Vous voyez ici, il y a un certain nombre de cercles. Là, il y a les activités de Denise, qui est la personne malade. Autour, vous avez des relations, ici en étoile, avec les aidants. Donc ces relations sont formalisables au travers du dispositif numérique, c'est-à-dire au travers de l'application. Des messages, de la création d'éléments d'entrée dans l'album de souvenirs. Je vais pouvoir dire, par exemple, je sais que maman, dès qu'elle a sa box SFR, je vais donner une marque qui clignote, eh bien elle est perdue. Donc je vais lui faire une vidéo, un mémo, et ce mémo, je vais directement l'ajouter à l'intérieur de l'application, puisqu'ici j'ai mémo et guide, et en plus le mémo il va être intelligent. Si je place le téléphone devant la box, il va voir que ça clignote et il va déclencher le mémo pour expliquer à Denise comment gérer le problème. Parce qu'un Alzheimer est perdu au bout d'un moment, juste avec ce détail du quotidien, et va avoir envie d'utiliser une fonction SOS. Mais SOS, c'est pas un SOS, une box qui clignote. Sauf que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Donc en gros, être capable, dans ce réseau en étoile, de créer des contenus pour la personne malade. Mais il y a également ce cercle ici, là. Vous voyez? Ce cercle-là, il ne concerne que les aidants. Donc on fournit également aux aidants un dispositif qui leur permet d'organiser la vie de la personne aidée, bien sûr, sur acceptation préalable du patient ou d'un référent du patient. Donc on a un certain nombre de stades
dans les droits d'accès qui sont donnés aux personnes accompagnant une personne malade, un sujet malade. Et si elle est relativement autonome et qu'elle peut encore décider de qui va l'aider, eh bien, elle va décider, par exemple, que ici, Mylène est un aidant référent et qu'elle va avoir accès à l'ensemble de ces informations, tandis que Marie et Ernest n'auront pas accès à toutes ces informations. Donc, on fournit ce dispositif digital, mais ça ne suffit pas. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de solliciter. C'est-à-dire, alors je vais passer ça, c'est-à-dire d'arriver, alors je me trompe de sens, c'est-à-dire d'arriver à utiliser ce qu'on comprend du fonctionnement de l'application pour envoyer des sollicitations. C'est-à-dire dire à un aidant, là, il faut que tu appelles ta mère, parce que c'est le moment, parce qu'on comprend ce qu'elle fait dans la journée, parce qu'on cartographie ses mouvements, parce qu'on sait quand elle s'alimente, parce qu'on détecte des facteurs de dénutrition, de sarcopénie, de malnutrition, de perte de poids. Donc on va être capable de dire à un aidant, là, il faut que tu l'appelles, et au bon moment, parce qu'on connaît son biorhythme et qu'on est capable de l'analyser au regard des données qu'on collecte, bien entendu, si on a le droit de les collecter, c'est-à-dire si la personne accepte qu'on les collecte. Donc, ces sollicitations ici nous permettent de solliciter la personne aidée, bien sûr. Par exemple, tu devrais faire ton programme d'entraînement mnésique, d'entraînement de ta mémoire, mais on va être aussi capable de solliciter les aidants en disant, là, il faut vous organiser, il y a un événement qui lui fait peur, on détecte que ça lui fait peur, il faut que vous gériez avec elle pour l'organisation, par exemple, d'un anniversaire ou ce genre de choses. Et cette communication, le réseau, vous voyez ici, là, il échappe à la personne aidée. Ce qui veut dire que là, on a de l'information qui va circuler dans ce réseau de second niveau, puis on peut en mettre autant qu'on en veut, on a conçu une architecture qui est assez modulaire, de manière à pouvoir fédérer les activités. Encore une fois, tout est centré, non pas sur la personne, mais sur ses activités. Parce qu'on a très vite compris que les vrais marqueurs ne sont pas sur son âge, son sexe, son poids, etc. Non, non, les marqueurs, c'est les activités de la personne. Il faut qu'on comprenne ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, et qu'on essaie de voir si on peut l'aider à mieux vivre sa maladie, qui, de toute façon, j'ai oublié de le dire en introduction, est létale, et il n'y a pas de médicaments. Tous les traitements anti-Alzheimer ont été déremboursés par la Sécurité sociale au 1er août 2018. C'est un problème de santé globale parce que ce déremboursement provoque une rupture de contact entre les neurologues de ville et les patients. Ils n'y vont plus, ils n'ont plus besoin de prescription puisque ce n'est pas remboursé. Donc ça veut dire que les médicaments ne servent à rien. Et en plus, l'effet placebo, l'effet de garder le contrôle et de se soigner disparaît. Donc c'est une catastrophe de santé publique. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces sujets. Voilà, je suis pile à l'heure. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, sous applaudissements, Laurent Maury.